Bienvenue sur le podcast Un lecteur minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Maë, agente de bibliothèque et bookstagrammeuse. Bonjour Maë. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ah super. Je te remercie d'avoir accepté ma demande de participation au podcast. Avec plaisir, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors moi, je suis Maëva, j'ai 28 ans et je suis agente de bibliothèque. J'ai un compte Bookstagram l'Épicentre et je sensibilise au handicap, à la question du racisme et tout ce qui est queerphobie. Très bien. Et est-ce que tu peux préciser dans quel contexte tu as grandi géographique? Alors moi, je suis dans le sud de la France, je suis à Béziers, petite ville moyenne. J'ai passé toute ma vie. Je suis entre Béziers et parfois Landor. Et je suis dans une famille de classe moyenne. Et aujourd'hui, je vis toute seule. J'ai grandi avec un frère qui a de l'autisme et des parents qui sont aussi neuroatypiques comme nous. D'accord, ok. Et, est-ce que tu as d'autres passions à part la littérature? Oui, j'aime énormément la photographie et l'art en général. Et j'ai par moments des focus très précis, par exemple la muséographie, comment on expose les œuvres d'art, comment on expose l'histoire, sous quel prisme on l'expose aussi. Et j'aime l'automobile, j'aime la peinture, j'aime les nuages et les orages, voilà. Ok. Ouais, est-ce que tu arrives à exercer, tu as le même degré de passion pour tous ces centres d'intérêt ou tu sais qu'il y en a un qui Non, ça varie énormément. Ça dépend des moments, ça dépend de la capacité de concentration, ça dépend de qu'est-ce que je vois particulièrement ou non. Tout ce qui était muséographie, c'était à la fin de mes études, début de mon moment de travail, en 2016-2017, même si je me passionne encore sur ça. Les orages, ça a été depuis mon enfance, j'adore les nuages. Dès qu'il y a un nuage, je suis en train de regarder à la fenêtre. D'accord. Ouais, c'est intéressant de voir que tu as une pluralité de centres d'intérêt. Est-ce que tu peux détailler tes formations universitaires, si tu en as eu? Oui, j'ai un baccalauréat L avec option langue des signes et arts plastiques. Et après mon bac, je suis partie en licence histoire, parcours histoire. Je l'ai obtenu avec une mention. Ça a été un parcours assez compliqué, mais j'ai eu des aménagements d'examen dans salle particulière, tiers-temps, ordinateur. J'ai besoin de lire et de parler en lisant, et j'ai besoin de parler pour rédiger. Donc, du coup, je ne pouvais pas passer mes examens avec le reste de ma promotion. Et la particularité, c'est que j'ai fait mes études à Béziers, donc c'est une petite université. Donc, du coup, j'ai eu un aménagement qui a été bien accompagné. Ouais. Oui. Ouais, parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on peut retrouver partout. Non. Ok. Et tu t'étais déjà assurée, avant de choisir cette université, tu t'étais déjà assurée qu'il y avait cet aménagement possible ou tu as un peu découvert sur le tas ce qui pouvait... Absolument pas. J'ai candidaté à 3 universités. J'ai candidaté pour Nîmes, Béziers et Perpignan, parce que ce sont des universités un peu plus petites. Et après, en fait, quand je me suis inscrite, c'était au moment-là que j'ai demandé quel aménagement je pouvais. Et j'ai eu des aménagements adéquats avec mes handicaps. D'accord. Et on va revenir du coup à la discussion autour de ton métier. Du coup, à partir de ce parcours en histoire, comment tu en es venue au métier d'agent de bibliothèque? En 2016, j'étais en 3e année d'histoire et la responsable de la bibliothèque, comme j'étais tout le temps à la bibliothèque avec mon groupe d'amis, m'a proposé
d'être monitrice de bibliothèque. Et j'ai fait durant 1 an, par 9 heures par semaine, j'ai été monitrice de bibliothèque. Et ne me sentant pas capable de poursuivre un master, elle m'a donné l'opportunité de poursuivre en tant que vacataire administratif. Donc, j'ai continué à faire de la bibliothèque, mais j'ai découvert d'autres services de l'université. Donc, j'ai découvert tout ce qui était métier d'accueil à la loge, la scolarité, les inscriptions administratives. Je m'occupais plus particulièrement des étudiants étrangers, les relations internationales. Je me suis occupée aussi des surveillances d'examen. Je me suis occupée du service orientation durant 2 ans. Et depuis l'année dernière, je suis 100% bibliothèque. Donc, du coup, là, je ne fais plus que de la bibliothèque et je ne veux faire plus que de la bibliothèque. Ok, donc tu as vraiment trouvé ton métier. Oui. D'accord, donc tu n'es pas passé par le parcours classique, puisque il me semble, de ce que j'ai entendu, il faut passer des concours. Oui. Alors, j'ai un recrutement BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, du rectorat, et je travaille pour le rectorat et je suis rattachée à la bibliothèque de l'université. Ok, donc mais du coup, si tu étais amenée à changer de bibliothèque, comment ça se passerait? Alors, je pense que je vais faire une VAE pour Ok. avoir l'équivalent du master des métiers de bibliothécaire. Parce qu'avec tout ce que je fais actuellement, je peux avoir cette reconnaissance-là. Si je dois partir avec le recrutement que j'ai, je peux travailler dans les lycées et les collèges en tant que secrétariat à GNS. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien retenter le concours de bibliothécaire, qui est certes très compliqué, mais j'aimerais bien le retenter et passer cette VAE. Très bien. Okay. Bah, écoute, je te souhaite bon courage. Merci. Donc, ouais, tu as un peu spécifié ton métier. Est-ce que tu peux décrire tes tâches principales? Alors, mes tâches principales, ça va de la formation et encadrement des stagiaires et des vacataires à la bibliothèque. Donc, du coup, ça, durant le mois de septembre et octobre, c'est ce qui est le principal. Je m'occupe de l'acquisition des ouvrages. Je m'occupe des prêts, des retours, de l'entretien des ouvrages. Je m'occupe aussi de la localisation des ouvrages et des collections, de faire du désherbage d'ouvrages, parce qu'à l'université, tout ce qui est code civil, code du travail et manuel, dès que ça dépasse l'année et qu'il y a une nouvelle collection qui apparaît, on est obligé de désherber et de reacquérir ces ouvrages-là. Et après, moi, ce que je fais énormément, c'est de l'aide à la bibliothèque. Donc, du coup, dès qu'un étudiant vient, on cherche, je lui explique comment fonctionne le catalogue pour qu'il soit à l'aise avec la bibliothèque physique et la bibliothèque virtuelle. Parce qu'à l'université, il y a énormément de bibliothèques numériques et que beaucoup d'étudiants n'ont pas connaissance de cette bibliothèque numérique. Et je suis souvent dans les rayons et souvent en train d'enregistrer les livres également. Donc, on me voit un peu de partout. D'accord. Ouais, donc tu as l'air bien occupée. Est-ce que tu as une journée type à décrire ou ça change en fonction de l'année? Alors, depuis cette année, j'ai une journée type. J'ouvre tous les matins à 8h30. Donc, je fais un tour de la bibliothèque, j'ouvre les volets, les rideaux et les fenêtres pour faire aérer. J'accueille les monitrices. Je fais le point de ce qui s'est passé la veille et de ce qu'elles vont avoir à faire dans la journée. Je fais un tour dans la bibliothèque pour voir s'il n'y a pas des ouvrages qui sont laissés sur les tables, qui sont abîmés, qui sont tout ça. Après, je vérifie les mails parce que comme je n'ai pas de responsable au-dessus de moi actuellement, je fais énormément de travail de RH, tout ce qui est besoin de vacations, tout ce qui est échange avec Montpellier, parce qu'on est dans la même université, mais c'est une antenne où c'est que je suis. Je m'occupe de la navette, quand je vérifie s'il y a des ouvrages qui sont demandés. Je
pars les chercher, je les traite et je les laisse dans la cage pour le départ à la navette. Et après, je vérifie la localisation des ouvrages. Et après, je repasse à la banque d'accueil et je termine ma journée à la banque d'accueil avec les étudiants autour de moi en train de travailler. Très bien. Ok. Merci pour ces précisions. C'est vrai que les bibliothèques universitaires, je les ai beaucoup fréquentées. Et c'est intéressant de voir les personnes qui y a derrière, quoi, qui font vivre ces lieux qui sont assez importants. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ton métier d'agente ou Oui. On m'a souvent dit que c'était un métier de planque. On pense que c'est ça parce que c'est énormément de surveillance. On a l'arrêt des budgets des achats livres qui vont bientôt arriver. Et donc, du coup, on passe 4 mois sans traitement de livres forcément apparent. Et donc, pour beaucoup, c'est une planque. Sauf que le travail d'agent de bibliothèque, c'est de la surveillance. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de vol qui peut arriver. Pour le moment, j'ai pas eu de cas de vol. Vérifier s'il n'y a pas un étudiant qui fait un malaise. Ça peut arriver. Qu'il n'y ait pas d'incidence, de dispute, de bagarre. De gérer la volumétrie sonore de la bibliothèque. Et c'est aussi, je suis un pivot sur toute université. Je suis en contact et avec les étudiants et le personnel universitaire et les enseignants. Donc, du coup, quand il y a un problème, je redispatche un tout petit peu tout ce qui ne va pas. Et comme je suis très alerte sur le handicap et les problèmes de santé mentale, je redirige les étudiants vers le service d'infirmerie qui met en place des aides pour les étudiants qui sont avec une fragilité psychologique, parce que même si on est au milieu du premier semestre, il y en a beaucoup qui commencent à craquer. Donc, du coup, je suis aussi une oreille pour eux. Et aussi les étudiants avec une précarité. On en a de plus en plus. On est confronté à la précarité financière, à des problèmes psychologiques, à la question de la santé mentale. On est de plus en plus confronté à ça. En 8 ans de carrière, je trouve que cette année, il faut que je me arme pour pouvoir les soutenir. Et je fais aussi énormément de conseils, livres, autres que universitaires, pour un tout petit peu redescendre la pression. Et ça fait plaisir parce que je conseille et on me conseille également. Et c'est un métier qui est quand même assez prenant. Ok. Merci pour cette clarification. Et du coup, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi cette année particulièrement les cas de fragilité étaient plus élevés ou... Je pense que là, on est avec une génération où c'est que la génération Covid, c'était au collège et que je pense qu'ils n'ont pas été forcément très bien accompagnés durant cette période-là. Déjà, la période Covid a été très compliquée pour les étudiants. On l'a remarqué, j'ai tenu un standard durant les confinements et j'ai eu beaucoup d'appels de parents qui s'inquiétaient pour leur enfant et d'étudiants qui contactaient pour avoir quelqu'un avec qui parler autre que les parents et les amis. Et là, on est à une génération qui est beaucoup plus jeune durant la période Covid. Et je pense que oui, il y a eu un très gros impact psychologique sur cette jeunesse-là. Et moi, ça me touche énormément parce que je l'ai mal vécu, mais je trouve que eux, c'est encore plus important et qui, en tant qu'adultes, essayer de les aider au mieux. D'accord. Mais écoute, on va en venir à ton activité, de bookstagrammeuse. Je ne sais pas comment tu te qualifies, toi, sur les réseaux sociaux. Vas-y, je te laisse répondre. J'avoue que je me considère pas comme bookstagrammeuse parce que j'ai un petit compte. C'est voulu d'avoir un petit compte. Je ne veux pas avoir un gros compte. Je fais souvent un tri. Je veux vraiment avoir un cercle autour de mon compte qui soit safe, qui soit engagé et qui
préoccupe de la question de l'autre. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un petit compte qui parle de livres, mais je me suis jamais vue comme bookstagrammeuse réellement. D'accord. Ouais, c'est pas ton intention première. Enfin, après, je me dis, peut-être quel que soit le nombre c'est tous les profils divers et variés qui font un tout dans la communauté. Ouais. Je me considère pas non plus comme gros compte, donc je me dis, bon, mais pourtant, après, enfin, je sais pas, je dirais plus créatrice de contenu que bookstagrammeuse pour ma part, mais ouais. Et comment t'es venue du coup l'idée de parler de livres sur les réseaux sociaux? Alors, il y a 7 ans, j'avais un compte photographie et dans toutes mes photos, il est fermé ce compte, je l'ai clôturé, mais sur toutes mes photos, il y avait toujours un livre qui apparaissait. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas allier la photographie et mes lectures, parce que c'est à cette période-là, fin d'études, début de vie professionnelle, que je me suis mise à lire réellement et énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas partager mes livres à travers la photo et te dire ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et te dire, il est bien, mais attention, peut-être pas adapté à une personne avec tel profil, faites attention à vous. Faire de la prévention de ce que je lis également. Et c'est comme ça que l'épicentre s'est construit petit à petit. Très bien. Et est-ce que tu avais déjà connaissance du coup de la communauté littéraire en ligne? Oui, j'avais connaissance. Et à vrai dire, je ne me sentais pas représentée par cette communauté. Je la trouvais très blanche, des femmes cis, une communauté très hétéronormée et surtout une communauté assez validiste et élitiste. Et je ne me reconnaissais pas du tout dans ces genres de contenus et dans ces créateurs et créatrices. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me lancer. Ça va être dans cette mosaïque, je vais être une petite pierre à l'édifice, mais qui peut-être que des gens vont pouvoir se reconnaître à travers moi, vont se dire, tiens, je suis moi-même dyslexique, peut-être que je vais pouvoir réussir à lire, à dépasser certaines craintes et puis à dire que la minorité, elle est là et qu'on se fait voir et que, coucou, on a le droit d'être là, à cette place-là, on est légitime. Ok. Ouais, et t'as eu pas mal. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ton contenu qui se veut engager Alors, on m'a dit que je faisais de l'engagement à géométrie variable. D'accord. Donc, j'ai pas tous les jours la force de partager mes engagements. Il y a des jours où c'est que ça va être un peu plus fort, il y a des jours où c'est que ça va être un peu plus discret parce que je suis fatiguée, premièrement. Il peut y avoir ça. La peur de blesser les gens. J'ai parfois, sur certains combats, je me sens pas légitime et je préfère donner la parole à ceux qui sont plus légitimes, dont je partage leur contenu. Je fais surtout du repartage pour continuer que leur voix se fasse entendre. Et puis, il y a parfois les images que je vois et l'actualité autour qui m'impacte énormément. Et donc, du coup, parfois, je n'ai pas la force de partager. Et ça m'a été un peu reproché. Mais après, je continuerai toujours à partager les voix des minorités parce que j'en fais partie sur plusieurs points, sur le handicap invisible, sur mes origines. Je suis quand même aussi catalane et kabyle. Et la voix de l'Algérie, j'essaie aussi de la faire porter, même si ça se voit pas. Mais mon nom, il est là. Je veux continuer à porter ce nom-là et à porter ses origines et ses combats. Et puis, la question de genre aussi. Donc, du coup, je veux continuer que ces 3 points continuent à être un cri de puissance pour tous les autres aussi. Moi, je trouve ça très honorable déjà que tu puisses
être aussi vocale sur les réseaux sociaux. Donc, je comprends pas trop les gens qui reprochent aux autres, enfin, qui font déjà ce qu'ils peuvent et ce qui est enfin, ce qui rentre dans leur capacité de ne rien faire, quoi. J'aimerais bien les y voir. Donc, Oui, aussi. mais ouais, bon, après, c'est les aléas des Des réseaux réseaux, sociaux. oui. Est-ce que tu portes un regard, du coup, par rapport à... Tu as porté un regard là sur la communauté Bookstagram. Est-ce que ta pensée critique sur la communauté, elle se reflète aussi sur le monde de l'édition ou sur d'autres pans de la littérature? Oui. Je trouve que que ce soit le monde de l'édition et le monde des réseaux sociaux et de la communauté Bookstagram, je trouve qu'il y a un lien qui est fait et que tout ce qui est minoritaire, et puis on n'arrive pas à y être. Je me rends compte que depuis quelque temps, j'essaie de lire de plus en plus d'autrices africaines ou des îles. J'aimerais voir de plus en plus que les couvertures étrangères soient les mêmes qu'en France et qu'on arrête d'invisibiliser les communautés. J'aime énormément tout ce qui est poésie de femmes, que ce soit palestinienne, que ce soit algérienne, que ce soit jamaïcaine. J'aimerais qu'on puisse avoir accès et qu'on les voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je te dis que j'essaie de mon compte que ce soit des gens qui sont concernés et qui fassent entendre ces voix-là. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus de comptes comme le tien et de femmes et d'hommes aussi concernés pour pouvoir diversifier ma bibliothèque. Moi, je pense que tes propos parlent d'eux-mêmes parce que ton arrière-plan... Oui. Ma bibliothèque, c'est un peu le reflet un peu de... J'essaie de mettre en avant, je change très régulièrement, mais de femmes des minorités. Merci déjà pour ton regard que tu portes sur la communauté. Est-ce que tu as pu faire des rencontres marquantes depuis que tu es sur la communauté? Oui. La rencontre physique qui m'a le plus marquée, c'est avec Camille Monceau, qui est l'autrice des chroniques de l'érable et du cerisier. Au départ, quand j'ai vu la parution prochaine de ce roman-là, je me suis dit, encore une autrice blanche qui écrit sur le Japon. Et puis je me dis, essaye, lis-le et regarde un tout petit peu ce qu'elle produit. Et je l'ai rencontrée. On a énormément échangé sur la question de l'écriture et de la lecture pour les personnes en situation de handicap. Et puis, il y a énormément de recherches historiques qui ont été faites. Le féminisme est placé en avant. On peut penser que c'est Ichiro le héros, mais c'est Ina, cette jeune femme qui est l'héroïne de ce roman. Et donc, du coup, cet échange avec elle a été très intéressant. Et après, ton contenu a été vraiment, quand je l'ai découvert, j'ai eu une prise de conscience, clairement. Il y a Livrons-nous aussi, qui a été une très belle rencontre, même si on ne s'est pas encore réellement croisés, mais on partage très souvent ensemble. Il y a Rory aussi, qui a été... c'est un des premiers comptes sur lequel je me suis abonnée sur Bookstagram. Donc, du coup, c'est divers univers, mais ce sont vraiment mes rencontres, mes plus belles rencontres sur Bookstagram. Ok. On passe le bonjour à Rory, qui est déjà venu sur le podcast. Oui. Est-ce que tu as pu participer à des événements littéraires? Non, j'ai jamais pu participer. Déjà parce que j'ai jamais eu d'invitation. Et deuxièmement, parce que j'ai
j'ai cette barrière, moi, tout ce qui est événements sociaux en général. J'ai énormément de mal. Ça me prend énormément d'énergie parce qu'il faut que je sois concentrée sur comment je me tiens, comment je parle, comment je regarde, comment je... Et donc, du coup, comme je t'ai dit par mail, il y a un masking et ce masking qui prend énormément d'énergie. Donc, c'est très compliqué pour moi. Après, je fais de l'anxiété. Et donc, du coup, c'est très compliqué d'être dans tes événements littéraires. Ok. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi des... Je sais qu'il y a des initiatives qui se font virtuellement aussi. Tout ce qui est book club, rencontre avec les auteurs. Mais... bah écoute, est-ce que tu as d'autres remarques à faire sur la partie Bookstagram, création de contenu? J'ai l'impression que depuis cette année, il y a une petite évolution sur Bookstagram qui est légère. Je ne sais pas si c'est une évolution de surface ou en profondeur, mais j'espère de voir cette nouvelle génération sur Booksta pouvoir être de nouvelles voix, de pouvoir diffuser et partager toutes les problématiques qu'on a discutées jusque-là maintenant et pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et je vais essayer de continuer à pouvoir toujours autant diffuser les messages sur mes réseaux sociaux. D'accord. Merci pour cette belle conclusion. On va passer à la partie lecture. Est-ce que tu as plusieurs genres littéraires que tu affectionnes? Alors, de base, ça serait la fantasy, l'urban fantasy. Et après, de plus en plus, je suis en train de lire des romans avec de la mythologie. D'accord. Énormément de mythologie. Je lis des polars. Je lis beaucoup de mangas, énormément de mangas. C'est le plus simple à lire quand on est fatigué. Et qu'est-ce que je lis d'autre? Oui, généralement, c'est tout ce que je lis. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui. T'as commencé Enfin, est-ce que tu as toujours aimé lire ou c'est venu sur le tard Alors, enfant, ma mère lisait énormément. On avait un rituel, c'est que le soir, après le repas, après qu'on ait débarrassé la table et fait la vaisselle, on part dans les chambres et elle nous lit pendant 1 heure où on faisait du coloriage pour ne pas avoir... parce que le moment où on s'est commencé, c'était le moment où on sait qu'il y avait les informations. Et pour être en fait coupé de la violence qui était montrée aux informations. Parce que dans les années 2000, on a eu énormément de scènes de guerre aux informations, ce qui peut traumatiser. Quand j'étais petite, l'image des tours jumelles qui sont tombées, je l'ai laissé dessiner pendant des années. Et donc, du coup, en fait, depuis ça, j'ai eu de la lecture pendant toute ma vie. Donc, ma mère m'a fait la lecture. Après, moi, je suis partie dans un parcours plutôt littéraire, donc j'ai eu de la lecture. L'université, j'ai un tout petit peu coupé la lecture blessure. C'était plus la lecture scientifique et théorique. Et une fois que j'ai terminé mon cursus universitaire, j'ai repris à lire, repris à passer du temps dans les librairies, à chercher les ouvrages. Dans ma lecture, j'ai toujours eu de la lecture dans ma vie. Ok. Mais pareil, moi, c'était plus par phase. Je lisais beaucoup jeune. Oui. J'ai arrêté pendant mes études et après j'ai repris. J'ai l'impression qu'on a tous eu un peu ce parcours-là. Durant les études, on était plus du tout dans la lecture et après, c'est revenu, mais... Puissance 1000. Ah oui, une pouffée d'air frais, ça fait plaisir. Ouais. Et est-ce que tu as peut-être des recommandations par rapport à tes genres de prédilection à faire? Déjà, tout ce qui est en évidence, Babel. Je ne peux... Rebecca Kuang, je peux que la conseiller vraiment, que ce soit sur Poppy War, Babel ou Yellowface. Vraiment, ça a été une de mes autrices révélations. Camille Monceau, pour son roman graphique,
et pour les chroniques de l'érable et du cerisier. Après, Le Choix de Nour, qui a été une très, 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 très belle découverte. J'ai dévoré son roman. Après, il y a Iron Window. Ah oui, ouais, je l'ai lu celui-là. Et Tant que fleuriront les cerisiers. Vraiment. Non, Les Citronniers. Oui. Les Citronniers, qui a été vraiment aussi une découverte. Il est dans ma pelle, je ne l'ai pas encore lu. Faut que je le dise. Prévois les mouchoirs. D'accord. Prévois les mouchoirs parce que vraiment, moi, j'ai énormément pleuré et j'ai eu du sourire aussi. Très bien, merci pour ces bonnes recommandations. Est-ce que tu t'es déjà sentie représentée dans la lecture de par les différentes identités que tu portes Alors, je me suis retrouvée un tout petit peu dans Le Choix de Nour, pas pour la question religieuse, mais pour la représentation de la femme arabe. Non, je me suis un tout petit peu sentie représentée dans Six of Crow avec Jasper, qui a de la dyspraxie. Je me suis représentée. Après... Est-ce que tu peux spécifier ce que c'est que la dyspraxie? La dyspraxie, alors pour mon cas, j'ai une dyspraxie faciale qui fait que ma coordination de ma mâchoire fait que je prononce très mal les mots en plus de la dyslexie. D'accord. Et j'ai une coordination qui est très très mauvaise. Je fais tout tomber, je tombe moi très régulièrement. J'ai énormément de mal à faire mes lacets, des difficultés à tenir mes couverts et mes stylos normalement, dans la norme sociétale. Quand je bois, il faut toujours que je boive, que je tienne mon verre avec les deux mains pour éviter de le faire tomber. Oui, beaucoup de chutes. Mes genoux ont pris très très cher dans ma jeunesse. Des difficultés pour apprendre à faire du vélo, difficultés pour faire du roller. Je suis trop... En fait, mon cerveau est beaucoup trop rapide avec mes mouvements et donc du coup... Ok. C'est ça pour moi. Chez moi, la dyspraxie se montre comme ça. Ok, ça marche. Merci. Du coup, on va revenir par rapport à la représentation. Donc, tu venais de citer Jasper Oui. Et Le Choix de Nour, c'est ça? Oui. Ce sont les deux, c'est que je me suis un peu plus reconnue. Ok. Ouais, c'est déjà ça. Oui. Parce qu'il y en a... en fait, j'ai des réponses un peu diverses et variées, mais j'ai jamais quelqu'un qui me dit à 100% dans un ouvrage. Oui, non, je me suis jamais sentie à 100% représentée dans un ouvrage. D'accord. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ton profil. Encore une fois, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tes goûts littéraires Non, pas forcément. Ok. Écoute, j'ai encore 2 petites questions de clôturer le podcast. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Peut-être Livrons-nous. Solène. D'accord. Ouais. Peut-être, ouais. Je la verrai bien. Surtout que là, elle a son projet, son challenge. Je refais. Son challenge Academia et son bal littéraire dans le sud de la France. 2 gros projets que oui, je verrai bien. Et aussi ses lectures et ses partages, oui. Ok. Merci pour ta recommandation. De rien. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, je suis sur Instagram au nom de l'Épicentre Culte, qui est l'épicentre culture, et voilà. J'ai repris des posts assez réguliers. Tous les dimanches, je fais le point sur ce que j'ai lu et je partage énormément et je repartage du contenu engagé en story.
entremêler de K-pop, de chats mignons, de tout ça pour que l'algorithme soit bien caressé. Marche un peu plus. C'est ça. Mais écoute, Maë, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, avec plaisir aussi. J'espère que ça t'a plu. Oui. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.